Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Alors, cette semaine dans La Peur Quesaco, pour notre cinquième édition, nous abordons la peur du gendarme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la peur du gendarme? Alors, je suis partie d'un texte proposé par le Cairn Info Matière à réflexion, qui s'intitule La peur du gendarme, mutation d'une sensibilité dans les campagnes françaises du 19e siècle. Alors effectivement, on fait un petit bond en arrière pour essayer de te dire d'où l'on part quand on parle de cette peur du gendarme. Alors, il y a un proverbe tiré de l'Ancien Testament, nous dit ce texte, qui dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est de là que viendrait cette fameuse expression, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Société laïcisée, les pouvoirs armés sont transférés à la société laïque. Ce n'est donc plus l'armée royale qui est un prolongement du roi de droit divin qui a un monopole de violence légitime afin de faire régner l'ordre, mais les corps de police et de gendarmerie. Alors, il ressort de cette étude que, en fin de compte, ce qui fait surtout impression sur les gens, bon, bah, c'est la peur d'être sanctionné, évidemment. Ce qui crée le mythe du gendarme et plus largement de l'uniforme de police également, c'est tout simplement cet uniforme et les moustaches, qui apparemment seraient un élément qui impressionne tout un chacun. Bon, pourquoi pas. Donc finalement, on voit que la peur des gendarmes s'installe dans la société de manière plutôt équilibrée, on va dire, même si on voit des traces déjà de débordement, notamment dans ce qui est cité ici comme des régions plus dociles, où certains sous-officiers maladroits et ignorants se croient tout permis et se livrent à des débordements scandaleux. Donc à l'époque, il y a eu carrément un rapport ministériel pour traiter cette question qui posait vraiment problème aux concitoyens. Là, on était au 19e. Alors, qu'en est-il de la peur du gendarme? Bon, bah, nous, on garde tous en mémoire quand même les flics à histoire plutôt... Je m'autorise à dire flics parce que des policiers, quand ils parlent de leurs enquêtes dans les médias, dans des articles, etc., au bout d'un moment dans le récit, ils s'appellent flics eux-mêmes, hein, donc n'y voyez pas un manque de respect, c'est plutôt que le terme est employé bien à propos. Donc moi je pense à Jean Valjean dans Les Misérables par exemple, ce commissaire qui traque sans relâche un ancien forçat incarcéré alors que finalement on sait que dans l'histoire il était plutôt en état de nécessité si ma mémoire est bonne. Donc cette idée du gendarme qui traque sans relâche, on la retrouve quelques siècles après dans le cinéma. Et cette fois, moi ça m'a rappelé un passage de Pirates des Caraïbes où lorsque Jack Sparrow est arrêté par la marine anglaise, il se voit dire une bonne action ne suffit pas à racheter un passé de débauche. Alors, opiniâtreté ou entêtement, synonyme d'entrave à la réussite d'une quête contre le grand méchant, que penser de cette peur du gendarme qui peut tout arrêter à tout instant? Alors, je vous laisse y réfléchir, je vous laisse répondre. Personnellement, je n'ai pas grand peur des forces de l'ordre, j'ai même plutôt confiance. Mais des doutes peuvent subsister, notamment dans certains territoires, je ne vous le cacherai pas, et on en parlera après. Alors, qui sont nos enquêteurs préférés? Les Hercule Poirot, les Miss Marple, les Sherlock Holmes? Ces héros de la justice ont-ils disparu de nos jours ou existent-ils encore? Effectivement, on entend actuellement dans les médias des propos très durs au sujet de la police. Disons-nous assez souvent que la police sauve, soutient et élucide là où parfois toute la société avait démissionné. Problème. Eh oui, on va arriver au cœur du problème. Existe-t-il une forme de racialisation dans la police? Dans le sens où
certaines affaires font tâche et effectivement, la question de l'origine ethnique, non pas de la race, puisqu'il n'y a qu'une race humaine, je le rappellerai ici, mais la question de l'origine ethnique pose problème. Effectivement, beaucoup d'affaires font tâche. L'histoire triste de George Floyd, le mouvement des Black Lives Matter. En France, on a des exemples, hélas, qui se multiplient. Je vais citer ici Adama Traoré, Steve Maya Kanisso, Michel Zecler. Avant eux, hélas, Malik Oussekine ou Omar Haddad, des noms dont l'étymologie met quand même une distance par rapport à une culture française du droit du sang et qui pourrait être un élément explicatif de ces débordements. On se rassure, n'ayons pas peur non plus du méchant gendarme pour des raisons pas du tout raisonnables, c'est le cas de le dire. Souvenons-nous qu'il existe quand même deux services, l'IGPN et l'IGGN, dont le but est de contrôler s'il y a des débordements. Sont-ils débordés actuellement? Ce serait une très bonne question à poser. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors après, il y a quand même un problème endémique hein, dans la police. On voit tout le travail qui a été fait par Noam Manoir, qui est un syndicaliste, ancien policier, spécialiste de la lutte antiterroriste, et qui est devenu un lanceur d'alerte. Maintenant, il travaille pour un média. Et il a été suspendu de ses fonctions. Alors effectivement, quand on est fonctionnaire et qui plus est fonctionnaire de police, il existe des règles de déontologie et ce qu'on appelle notamment le devoir de réserve, surtout quand on a accès à des informations particulièrement sensibles. La justice et la police sont organisées de telle sorte que le morcellement du travail vous permet rarement d'avoir une vue sur toute l'affaire, ce qui a pu donner lieu à des choses assez atroces dans le passé d'ailleurs, mais bon, un peu mieux organisé et équilibré, en principe, le fonctionnaire de police a ce devoir de réserve. Peut-être Noam Manoir a-t-il dû répondre de choses qui étaient allées beaucoup trop loin par rapport à cela. Bon, apparemment, il a l'air assez épanoui dans sa nouvelle vie, donc finalement, c'était peut-être un mal pour un bien pour lui et qu'il était temps qu'il passe à autre chose, je n'en sais rien. Mais donc effectivement, on a quand même un contexte sociologique et des moyens alloués à nos forces de l'ordre qui sont quand même assez préoccupants. On a aussi la montée des extrêmes qui se perçoit dans les forces de l'ordre. Donc voilà, les extrêmes qui sont là et qui souhaitent réaliser leur rêve de prise de pouvoir non démocratique, hein, voilà, et par les armes. Et ils ont tendance à cibler particulièrement les jeunes policiers au bord du gouffre. Alors, de quel type de policier faut-il avoir peur? Serait-ce là la question? Bon, tous les corps de métier ont des brebis galeuses, hélas, mais il ne faut pas, moi je me garde de jeter l'opprobre sur tout un corps de métier, tant quand on s'intéresse un peu à une enquête, on se rend compte que c'est pas un métier facile pour tout le monde. Alors, que nous disent les stats? Alors, on va déjà avoir une vision plus globale. Aux États-Unis, par exemple, un documentaire Netflix appelé Le 13e amendement, si ça vous intéresse, il illustre en quoi la population afro-américaine est plus visée par les arrestations et nous explique en quoi le système américain serait finalement une fabrique à délinquants de manière quasi systématique pour certains citoyens américains. On constate en France que la population carcérale est quand même composée de personnes d'origine étrangère pour sa grande majorité, sans vouloir stigmatiser personne. Tout le problème est qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques de par l'origine ethnique. Donc ça fausse un peu le débat, mais il suffit de regarder un ou deux reportages sur les prisons et c'est assez... ça saute aux yeux, j'ai envie de dire. Alors, qui a peur de qui quand on se situe dans la sphère policière? On n'entrera pas dans un débat sur les bavures, on a déjà vu que bon, les GGN et les GPN font leur boulot. Euh, mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est plus l'uniforme et les moustaches qui fait peur aux gens. Et le constat est simple hein, du côté des forces de l'ordre. Les gens ont de moins en moins cette peur
puisqu'il remarque que les esquives et les délits de fuite sont en grande augmentation. Donc l'actualité nous a montré ça de manière paroxystique, hein. Là, on a vu des gens qui ont carrément pas hésité à foncer sur un policier, quoi, pas de problème. On en oublie qu'il y a un être humain derrière l'uniforme. Alors, pour CNews, j'ai trouvé un sondage de l'Institut CSA qui dévoile que la semaine dernière, 84% des Français disent avoir confiance dans la police. On a donc des policiers qui sont plutôt soutenus par les populations. 30% disent avoir tout à fait confiance et 54% plutôt confiance. À l'opposé, 12% des personnes interrogées n'ont plus ou pas confiance dans la police et 4% seulement ne leur font pas du tout confiance. Donc on voit que ce rapport sociologique de la peur du gendarme, commencement de la sagesse, il a un peu muté, si je puis dire, ou mué en une forme de relation de confiance. Ok, j'ai compris le contrat social, pourtant, les manifs, etc., on aurait pu se dire avec le mouvement des Gilets jaunes et toutes les personnes qui sont rentrées mutilées de ces manifestations, enfin, c'était absolument des scènes, des fois on aurait dit des scènes de guerre, quoi, clairement. Malgré cela, 84% des Français ont confiance en leur police. Donc un autre sondage, IFOP fiducial, que nous dit-il? 42% des Français pensent confiance quand ils pensent à la police, 20% de la sympathie, 21% de l'inquiétude et de l'hostilité pour 7%. Donc bon, c'est plutôt, ça va, j'ai envie de dire, la copie est pas trop mauvaise, quoi. Même s'il y a eu des choses qui étaient plutôt flippantes et très préoccupantes sur la partialité de certains agents, on voit quand même que dans les sondages, finalement, ça n'impacte pas plus que ça le rapport du citoyen au gendarme, à la police, le rapport dit classique. Alors, moi ici, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a quand même des règles aussi à nous, que nous, citoyens, nous pouvons appliquer en prévention. Surtout pour les copains manifestants qu'on n'a pas envie de voir rentrer mutilés avec des mains arrachées ou des choses comme ça. Une sommation, si vous ne répondez pas à une sommation de déguerpir dans les 30 secondes, la loi autorise clairement les forces de l'ordre à charger. Il n'y a pas de débat là-dessus, ça ne sert à rien de dire que les policiers sont des méchants qui ne veulent pas faire des câlins et des bisous et être avec nous, c'est pas le débat. C'est juste quelque chose qui est aussi important de dire à nos ados, parce que voilà, l'ado c'est l'âge des manifs, des lycées, des choses comme ça. Et effectivement, important de leur dire, une sommation, vous vous barrez, il y a pas, on ne va pas débattre sur le sujet. Si vous ne partez pas, vous vous exposez à des réponses physiques. Et ces réponses physiques peuvent être violences. Donc en conclusion, je vous dirais que nous avons besoin de cette peur pour canaliser nos velléités d'indépendance exacerbées et utopiques, hein. On a tous envie de pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on veut, mais ce n'est pas possible. Euh, on peut juste souhaiter que tout ça demeure dans des proportions justes et équilibrées aux menaces de la société. Bon, moi je suis rassurée par les sondages et puis je garde en ligne de mire que bon, le jour où on a un vrai souci, on est quand même bien content de les trouver et on est bien content qu'ils sachent donner des réponses à nos besoins. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Bibliographie en barre de description, comme d'habitude. À bientôt!